On est parti. Bon, par rapport à la séance de la dernière fois, j'ai observé que vous avez peut-être besoin d'un petit rappel sur les stratégies gagnantes en maths. Parce qu'à chaque fois, notamment, pas que Gabriel, mais beaucoup d'entre vous me posent des questions sur comment on fait pour gérer une épreuve. Et donc là, je vous ai fait un petit document qui va vous servir sur les stratégies gagnantes. Le premier point important, comme je vous le dis souvent, lorsque vous êtes en face d'un sujet type HEC, par exemple, c'est de bien lire le sujet pour l'analyser. L'analyser en diagonale en 5 minutes. J'ai un ami qui était avec moi à HEC, lui, il l'a analysé en 15 minutes. Il a eu 20 à toutes les épreuves de maths. Et lui, pendant ces 15 minutes, il faisait l'analyse de « Ok, là, je vais faire ça, et puis cette question-là, elle est liée à la question de la partie 2, et puis la partie 2, c'est lié à la question de la partie 3. » Bref, il arrivait à voir quelle était l'architecture du sujet pour savoir où est-ce qu'il allait marquer ses points. Bon, ça, c'est pas donné à tout le monde, donc moi, je ne vous demande pas de faire ça. Mais en 5 minutes, déjà, de repérer le type de sujet en face duquel on se trouve. Et donc, j'ai fait une typologie des sujets. Concrètement, comme je vous le dis souvent, le plus souvent, vous avez deux premières parties de sujets qui sont faisables. Exemple l'an dernier, en 2020, on faisait les deux premières parties, on avait 18 à peu près. Je crois que c'est Paul qui connaît bien les barèmes, mais en faisant rien que la partie 1, programme de première année, c'était 30% des points. Et pour avoir 20, il fallait avoir 50% des points. Donc autant vous dire qu'on avait déjà 12, 13, voire 14, rien qu'en faisant bien la partie 1. Deuxième type de sujet, ESSEC 2013. On va regarder tout à l'heure à quoi ça ressemble. Concrètement, ESSEC 2013, c'est un sujet fleuve, interminable, où c'est de l'analyse, vous allez avoir mal à la tête quand je vais vous l'insérer. Ça, typiquement, ce n'est pas la même stratégie qu'il faut adopter sur ce genre de sujet. Mais il faut quand même identifier ce type de sujet. Autre type de sujet que vous pouvez avoir, c'est les sujets où vous allez souffrir sur chaque question. Il y en a parfois. Donc, par exemple, HEC, je ne sais plus ce que j'ai mis, je vais mettre HEC 2010, où on souffre, HEC 2007, où on souffre aussi, la maths 1, que vous allez d'ailleurs faire en partie avec Stéphane. Vous avez HEC 2010, ça j'ai dit, 2007, 2003, oui, HEC 2003, donc celui-là aussi, on va essayer d'en faire quelques parties dans une prochaine séance. Donc HEC 2003, c'est de l'algèbre bilinéaire, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, c'est de la souffrance à l'état pur, quoi. Bon, ça arrive. Mais là aussi, voilà, il faut connaître l'ennemi et après savoir s'adapter. Ça, c'est sur les sujets de type HEC. Les sujets de type EDEC, EM, là, c'est beaucoup plus simple comme stratégie, mais quand même, il faut le rappeler. Donc, sur les sujets type EDEC, il faut faire les sujets dans l'ordre de préférence. Ne faites pas les sujets dans l'ordre. EDEC 2011, le premier exo, il était super dur. C'était un niveau parisienne. Il ne fallait pas le faire, il fallait le faire après. Ça, c'est le premier point. Donc, parfois, vous commencerez par le problème. Et puis après l'exo 2, et puis après l'exo 3, et puis après l'exo 1, par exemple. Autre élément important sur les sujets de type EDEC, il ne faut jamais bloquer plus de 5 minutes sur une question. J'ai fait l'erreur, moi, j'ai eu 13 à l'EDEC, c'est un peu la honte, vous devriez me virer, parce que sur une question, j'ai bloqué pendant 3/4 d'heure. Une question à la con, que j'ai su faire juste après. Mais le moment venu, j'y arrivais pas. Et du coup, j'avais pas envie de passer. Alors que je savais faire tout le reste. Ça, c'est complètement absurde. Donc, et ça peut vous arriver d'être j'ai envie de faire cette question. Non. On ne bloque jamais plus de 5 minutes sur une question. Là aussi, on me pose tout le temps les questions. Oui, c'est quoi le barème de l'EM de telle année? Arrêtez de vous poser ces questions quand vous êtes dans l'épreuve. À un moment, juste on avance. Et l'objectif, c'est d'écrire le plus possible. Donc, sur les sujets EDEC, EM, normalement, pendant 4 heures, vous avez de quoi faire. Et si vous ne terminez pas, ce n'est pas grave. C'est rarement terminable, un sujet type EDEC, EM. Alors après, comment on définit sa stratégie? Donc là aussi, plusieurs stratégies. Donc c'est là où il n'y a pas qu'une seule stratégie. Ça va dépendre, vous, de vos qualités, de la façon dont vous vous sentez le jour J. Mais concrètement, il y en a qui vont plutôt se dire « Moi, je vais me concentrer sur les questions de raisonnement et les questions à forte valeur ajoutée. Et dès qu'il y aura des sujets, des calculs trop lourds, je les évite. » Mais l'autre stratégie possible, c'est plutôt de se dire « Non, mais je vais quand même faire les questions calculatoires. » Exemple, on l'a fait la semaine dernière, je crois. On a fait HEC 2013 sur la loi binomiale négative, et où là, le début était hyper calculatoire. Est-ce que certains l'ont fait ou pas? Qui l'a fait? En personne, ok, d'accord, merci. Il faut parfois faire quand même les sujets qu'on vous donne. Donc HEC 2013, je vous conseille quand même de faire le début pour vous entraîner en calcul. Et puis après, il y avait la partie 2 où là, on pouvait faire une ou deux questions pour se distinguer. C'est ce qu'a fait la Major, qui elle avait fait bien les calculs. Et puis après, elle a fait les quelques questions sur
je sais plus, c'était sur les probabilités stochastiques. Enfin, il y avait des questions un peu à valeur ajoutée et elle s'est différenciée là-dessus. Une autre stratégie possible, c'est parfois de regarder si les parties sont indépendantes et puis de faire les parties dans l'ordre de préférence. Ça, c'est un peu risqué parce que généralement, comme on a gueulé les années passées quand les sujets étaient un peu trop dispersés en termes de difficulté, aujourd'hui, normalement, les sujets sont de difficulté progressive. Donc, vous pouvez normalement, la partie 1 est normalement plus simple que la partie 2, qui est normalement plus simple que la partie 3. Mais on ne sait jamais. Adaptez-vous. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une partie que vous n'aimez pas, ben, à un moment, vous avez le droit de la passer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de définir un timing par partie pour bien gérer votre temps. Et puis l'autre conseil que je vous donne souvent et que je donne souvent à la fin, c'est de réserver les questions simples pour la toute fin. Parce que concrètement, à la toute fin, vous allez être crevé et vous n'arriverez pas à faire des questions trop dures. Donc là, il faut se réserver les petites questions de cours. Je vous ai mis un exemple SCP-2000 où à la toute fin, il y avait donner le DL de exponentielle x à l'ordre 2. OK, et ben, ça, tout le monde le connaît. Ça, vous le repérez et vous le faites à la toute fin sur les dernières minutes. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est les règles d'or. Je vous l'avais mis sur la messagerie la dernière fois, mais je pense que c'est bien de le poser aussi. Les règles d'or pour résoudre les questions. Y a-t-il des techniques classiques? Et c'est là où j'étais surpris, quand je vous disais la méthode des vieux. En fait, non, là vous étiez plutôt parti sur des études de fonctions, des trucs un peu lourds, alors qu'il y a des techniques qui existent qui sont beaucoup plus rapides. Donc là aussi, le style que vous allez utiliser lors des premières séances, lors des premières heures, des premières minutes de l'épreuve, sont clés. Parce que le correcteur va tout de suite voir, OK, lui, je le mets dans la case plus de 15 ou dans la case entre 10 et 15 ou en dessous. Donc attention aussi aux techniques que vous allez utiliser. Quatrième partie, et ça vous allez, j'espère, le relire et le relire encore à la veille des épreuves et juste avant les épreuves, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir au moment, enfin juste avant l'épreuve et pendant l'épreuve. Donc juste avant l'épreuve, là, moi je vous conseille déjà de respirer et de visualiser, un peu comme le font les sportifs de haut niveau, notamment les golfeurs, qui avant de taper un coup, tout le temps visualisent le coup super qui va arriver en un coup dans le trou. Visualisez-vous de manière positive. Ne faites pas comme ces étudiants qui se disent « Ah, moi, de toute façon, je ne suis pas fait pour avoir HEC » ou de toute façon, j'ai toujours eu 5 en maths ». Ce n'est pas comme ça, mentalement, qu'il faut se placer quand on est devant une épreuve. Et un bon exemple, c'est Djokovic, qui lui, comme, je ne sais pas si vous le savez, mais Djokovic, il a un problème avec le public. Il sent qu'il est moins apprécié que Nadal ou que Federer. Et bien en fait, sa technique, c'est de visualiser. Et donc il l'expliquait dans un article, je ne sais plus, je crois que c'était dans l'Équipe, où il expliquait qu'à chaque fois, plutôt que de visualiser un public hostile, il se dit que le public l'adore. Et donc il joue en se disant, voilà, ils sont en train de siffler, mais en fait ils sifflent l'adversaire, ils ne me sifflent pas moi. Et donc cette visualisation-là, essayez de l'appliquer aussi vous, en vous mettant toujours dans, voilà, méthode Coué. À un moment, non, je vais déchirer cette épreuve-là, elle est pour moi. J'ai bossé, j'ai fait ce qu'il fallait, et donc il n'y a pas de raison, je peux, et si c'est difficile pour tout le monde, donc je peux avoir 15 en faisant 4 questions. Et peut-être que le sujet sera tellement dur qu'en faisant 4 questions, on aura 15. Mais ne vous jugez pas, ne pensez pas au passé. Ne vous dites pas, j'ai toujours eu du mal sur les sujets de maths 2, par exemple. Non, ça, on évite d'avoir ce genre de pensée. Ne pensez pas au futur. Ne vous dites pas, oh là là, j'aurai jamais HEC. Non, pas pendant une épreuve, en fait. Vous pouvez vous le dire après, vous pouvez vous le dire avant, même si c'est une erreur. Puisque je rejoins sur le premier point, visualisation. Chassez, en somme, chassez toutes les pensées négatives et essayez toujours d'être présent dans l'ici et maintenant, comme le dit sans doute Jean-Marc Sabatier, il a dû vous le dire. L'ici et maintenant, c'est clé le jour d'une épreuve. Alors après, il y a les sportifs de haut niveau qui, eux, un David Douillet, que vous connaissez peut-être, un champion de judo, qui lui, comparait un combat à un bon plat de pâtes. Eh bien, il faut aussi être parfois dans cet état d'esprit-là. Prendre du plaisir. Du plaisir à être devant un sujet de concours. Ça, vous allez sans doute, pour certains, être dans cette configuration-là, où certaines questions vont vous énerver. Et donc, là, une règle d'or, ne jamais s'énerver sur une question. À un moment, on respire avec le ventre. J'espère que vous développez ces techniques-là. Qui sait respirer avec le ventre?
me fait plaisir. Je pense qu'il faut... Alors, je m'adresse notamment au cube et au bicarré. C'est hyper important. C'est-à-dire que quand il y a 3 années d'une vie qui se joue, voire 4 années, quand il y a 2 années, on se dit « Oh, c'est bon, j'ai encore une année au pire ». Mais quand on a 3 ou 4 années qui se jouent, il y a un moment où vous allez voir, il y a une petite adrénaline qui va venir, là, vous chatouillez dans la colonne vertébrale. Un moment pour gérer ça et être encore meilleur et se servir de ça. Il ne faut pas le supprimer, en fait. L'idée, c'est de s'en servir pour être encore meilleur. C'est ce que font tous les champions, en fait. Tous les champions, ils adorent, il y a ce dont je parle ici, le supplément d'âme. C'est-à-dire que le jour J, il faut être meilleur qu'à l'entraînement. Et les grands champions sont meilleurs le jour J qu'à l'entraînement. Donc là, je vais donner quelques exemples. Ce pas des champions, c'est des champions de la prépa, on va dire. Gabin Ducourant, lui qui était à Ginette, qui était assez moyen, en fait, quand je l'avais en cours. Et puis le jour J, il a explosé tous ceux de la classe. Voilà, le jour J, il était meilleur. Je voulais qu'on fasse un peu le point aussi sur donc maintenant le programme. On va faire des maths. Et là, je voulais qu'on voit maintenant, aujourd'hui, quelques grands classiques d'analyse. Donc là, c'est pareil, vous ne pourrez pas tout faire, il faut faire des choix, mais ces exercices-là, donc là, par exemple, je ne vous les ai pas imprimés, hein, c'est juste pour que vous voyez, donc ces exercices-là, qui sont en partie dans le poly d'ailleurs, les questions autour de la généralisation du théorème de Rolle, ça ne s'invente pas. Si vous n'avez jamais vu d'exercice autour de la généralisation du théorème de Rolle, quand ça tombe le jour J et que vous n'êtes pas entraîné, c'est un peu galère, quoi. Mais c'est dans les poly MyPrépa. Enfin, tu vois, si vous maîtrisez déjà tous les poly MyPrépa, déjà vous avez balayé 90% des questions classiques. Hein. Génération du théorème de Rolle, poly de première année sur les études de fonction. Donc ça, oui, ça, vous avez, c'est les poly en fait. La réponse à ta question, c'est les poly. C'est tombé, il y a eu aussi théorème de Rolle à l'ESSEC 2008, en partie 2, je crois. Bref, quand Rolle tombe, c'est des points assez faciles à aller chercher si on les a déjà vus. Donc ça là, je l'ai mis dans le poly une fois de plus. C'est dans tous les poly méthodologiques plus poly de révision. Bon, ça, je vous invite vraiment à maîtriser. Pareil, ces intégrales-là, vous ne pouvez pas me dire que vous ne les connaissez pas. Elles tombent quasiment tout le temps en concours. C'est du Wallis déguisé, c'est pas tout à fait Wallis, je vais vous insérer Wallis. Mais ça tombe quasiment tout le temps en concours. HEC 2014, on l'a fait, où il y avait un truc qui ressemblait à ça, qui se faisait avec un changement de variable pour rejoindre la fonction gamma, ou qui se faisait avec des IPP successives. Là, c'est la version IPP successive, et qui n'est pas facile en fait. Là, derrière, en termes de rédaction, c'est chaud. Comment ça se fait? Qui connaît la méthode? Ouais, Timothée? Je crois à chaque fois on descend dans mon 10 pour la question à voir. Alors oui, donc là, attends, on va se le faire vite fait. Attends, on va se le mettre. On va se le mettre. Attends, on va se le bouffer vite fait, celui-là là. Donc là, donc le WPQ. Donc on fait une IPP. On va pas le rédiger ici, mais donc hop. Donc là, on a notre WPQ. Tu fais une IPP. Ouais, donc on va obtenir que WP plus 1. Tu compares de WPQ pour faire l'IPP? On peut, hein? Ok, donc du coup, ici, si on part de WPQ, notre U de T, ça va être quoi ici? Si tu veux aller vers WP plus 1. Ton U, ça va être. Là, je fais U et après je fais U'. Hein? Voilà, donc c'est plutôt T plus 1 puissance Q. Donc ça nous fait U' de T qui vaut Q T plus 1 Q moins 1. Et du coup, c'est ton V' qui lui va être égal à T moins 1 puissance P. Et quand tu le primitives, ça te donne T moins 1 puissance P plus 1 sur P plus 1. Ok, on a ça. Donc du coup, quand on se fait notre IPP, concrètement, on va obtenir que, après calcul, hein, WPQ, ça va être égal à... Alors attends, ça va faire notre... hop, Q, il y aura... Non, si, il y a un moins. Il y aura un moins. Moins Q sur P plus 1, WP plus 1, Q moins 1. OK? Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait?
Donc là, il y a deux mondes qui s'opposent. Gabriel? Une récurrence soit sur P. Oui. Là, pour le faire rigoureusement, le mieux, c'est de faire une récurrence soit sur P, soit sur Q. Mais du coup, comment tu... Parce que tu montes quoi par récurrence? Hmm. Tu sais le faire de tête, toi? Ouais, non, mais c'est pour ça, là, avant de faire une récurrence, ouais, Raphaël, bah ouais, on fait en fait une conjecture. Alors c'est peut-être ça que tu avais en tête, hein, Gabriel. Ici, on se fait une conjecture. Où on se dit, ok, alors ça va me faire quoi? Ça va me faire moins Q sur P plus 1. Et ce truc-là, en fait, si je l'applique encore, ça va me faire moins Q moins 1 sur P plus 2. C'est ça que tu comptais faire, non, Gabriel? Voilà, et après, tu continues. Alors ça, moi j'aime bien au fur et à mesure le transformer. Ça, c'est quoi finalement? C'est moins 1 au carré fois Q moins 1 sur P plus 1, P plus 2, W, P plus 2, Q moins 2. OK? Et après, on se le descend. Et donc ça nous fait moins 1 puissance. Là alors, si on essaie d'aller plus loin, ça va être quoi? Ça va être Q moins Q ici. Là, ça va être P plus Q. OK? Au max, en fait, on ne peut pas descendre en dessous de... Donc ça va faire WP plus Q et là, ça va faire 0. OK? Donc là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que... Qu'est-ce que je mets comme puissance ici? Donc là, il faut repérer. Ici, on a 2 et là, on a 2. Donc on se dit, tiens, à tous les coups, là, ça va être puissance Q. OK, donc là, j'ai puissance Q. Là, on se dit, on essaie de repérer en fait. Là, ici, ça va être quoi à chaque fois? Ça va être 1 de plus que celui-là. Donc là, en fait, ça va descendre jusqu'à 1, ce truc. Ça va être factoriel Q finalement. Donc je le mets fois 2 fois 1. Et en bas, je repère que ici, ça va jusqu'à P plus 2, qui est le truc qui est là. Donc ça va partir de P plus 1, et ça va aller jusqu'à le truc qui est là, c'est-à-dire ici P plus Q. P plus 1, P plus 2, jusqu'à P plus Q. OK? Et une fois que j'ai ça, tu vois, Gabriel, il y a d'abord ce travail-là. Une fois que j'ai ça, on arrive à notre moins 1 puissance Q, factoriel Q, sur... là, il faut savoir faire, pardon. P plus Q factoriel, oui. Fois factoriel P, exactement. Là, après, il y a WP plus Q 0. OK? Bon, et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est notre conjecture. Alors, je vous ai montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, HEC 2011, maths 2, je vous ai donné un 20 sur 20 de, comment elle s'appelait? Hortense. Et qui, elle, sur cette question-là, ce genre de question, elle avait fait une conjecture. Elle était au bout de 2 heures de sujet, elle avait déjà fait ses preuves avant, donc elle s'est permise d'aller un peu plus vite. Moi, je vous conseille quand même, là on est en début de sujet, ça, il faut envoyer du lourd tout de suite, c'est récurrence, hein. Pas de conjecture là. Et donc récurrence, c'était pas facile, parce que c'est à la fois, soit on fait une récurrence, donc on a plusieurs méthodes ici. Méthode 1, récurrence sur P. Si on fait une récurrence sur P, vous vous souvenez de la subtilité? Qu'est-ce qui se passe dans l'hérédité? Dans la relation entre WPQ et WP plus 1 moins 1, on isole... Mais alors comment tu poses là? Tu dis voilà, soit, on y va. Si tu me dis soit P appartenant à N, on va dire. OK? Qu'est-ce que tu supposes? C'est là la subtilité en fait. On ne peut pas calculer d'abord WP plus Q. Non, ça y est, tu l'as calculé. Ça, tu l'as calculé au brouillon, tu as fait ta conjecture. Ça, tu le calculerais, ça vaut un truc. Comment tu poses ton hérédité? C'est là où il y a une subtilité. Non? Ouais, Gabriel? Est-ce pas qu'il faut le P plus 1 à partir de WP plus 1 Q moins 1? Parce que comme c'est vrai pour tout Q dans R, Eh ben non, mais voilà. Et ben, là, tu viens de le dire, pour toi, c'est peut-être évident, mais en fait, c'est ça la subtilité. La subtilité, c'est que il faut écrire, même si P est fixé, Q, lui, par contre, il varie. Et donc là, c'est supposons pour tout Q appartenant à N que WPQ égale
blablabla. Et c'est ce pour tout Q là qui en fait va nous sauver. Puisque la formule qu'on a supposée pour tout Q, on va l'appliquer, vous regarderez, vous le ferez, pour Q égale à Q-1 de mémoire, ou Q plus 1, je ne sais plus, à vérifier. Et voilà, ça c'est la subtilité. Bon. Méthode 2, c'est de faire une récurrence sur Q, mais là c'est le même principe. Hein. Dans l'hypothèse, dans l'hérédité, vous supposez pour un Q fixé que la proposition est vraie pour tout P. Ça, c'est la méthode 2. Alors, il y a une méthode 3 que je vais vous mettre dans les documents de séance. Il y a une méthode 3 qui était une récurrence. Pardon? Ouais. Exactement. Récurrence sur un cas. Et là, tu fais effectivement une montée finie. C'est-à-dire qu'on a, en fait, alors WPQ, si je reprends mon truc, ça va être moins 1 puissance K, Q moins 1, on ne va pas le faire. Hein. Q moins K plus 1, je crois, à vérifier. Enfin, là, c'est juste l'esprit hein, qui compte. P plus 2, P plus K peut-être. 2W, P plus K, Q moins K. Voilà, ce genre de truc. Et on le fait, une récurrence sur K qui appartient à 0, et on va aller jusqu'à Q. OK ? Et donc là, la subtilité en termes de rédaction, c'est peut-être ça que tu voulais dire, Raphaël, c'est là que tu dis, dans ton hérédité, tu dis soit K appartenant, et là, qu'est-ce que tu me dis, Raphaël? Il appartient à 0 Q-1, exactement. Quand on fait des montées finies comme ça, le dernier terme, il appartient au terme juste avant. Pourquoi? Parce que derrière, après, je vais le montrer pour K plus 1. Et K plus 1, lui, doit appartenir à 0Q. Donc, je n'ai pas le choix. Pour que dans l'hérédité, notre K plus 1 il soit bien dans l'intervalle initial, il faut que mon K soit dans 0Q-1. OK? Donc, voilà, ça, c'est grand classique du concours qui tombe tous les 2-3 ans. Donc, il faut que ce soit aux Parisiennes ou à l'EDAC. Hein. Ça, c'est facile. Le seul piège ici, en fait, c'est que tel que l'énoncé était posé, c'était piégeux. Ils nous disent en déduire WNN. Donc on a la relation entre WP plus 1 et WPQ. Et ils nous disent en déduire WNN. Donc qu'ont fait la plupart des étudiants sur cette question, à votre avis? Alors là, moi, je vous ai donné la réponse, donc forcément... Ouais. P égale à N et Q égale à N, enfin, directement. Ils ont pris P égale à N et Q égale à N, et du coup, ils ne voyaient pas trop comment ça bougeait. Et ils ont fait une récurrence sur N. Sauf qu'une récurrence sur N, en fait, ça ne marche pas du tout. On n'a pas de relation de récurrence. Donc là, une récurrence sur N, ça ne marchait pas. Concrètement, je n'ai pas de relation de récurrence entre Wn plus 1, N plus 1 et WNN. Il n'y a pas. Et il y en a qui se sont fait avoir sur cette question-là. Donc voilà, ça c'était l'une des belles questions du sujet. Autre question aussi très sympa, c'est celle-là. Là. Donc là aussi, je vous invite à vous faire jusque-là en fait. Après, c'est Lagrange. Lagrange, on l'a déjà vu. Donc pas besoin, à mon avis, de... Enfin, vous pouvez le refaire, hein, mais là après, c'est du Lagrange. On l'a déjà fait à plusieurs reprises, donc pas besoin. Sauf si vous ne maîtrisez pas Lagrange, mais il faut maîtriser Lagrange. Là, cette question-là, elle est très sympa. Comment est-ce que, je peux zoomer si vous ne voyez pas. Hop. Comment est-ce qu'on traite cette question-là donc? Intégrale de moins 1 à 1 de Q de t Pn dérivé n de t dt égale à moins 1 puissance n fois l'intégrale de moins 1 à 1 de Q dérivé n de t Pn de t dt. Comment faire? Je vois Étienne qui est sur les starting blocks. Étienne? Par récurrence, non? Récurrence sur quoi? Sur N. Eh ben non, ça ne marche pas, récurrence sur n. Mais là, tu tombes dans le piège dans lequel tout le monde tombe au début. Pourquoi récurrence sur n, ça ne marche pas là? Ben oui, il n'y a pas de relation de récurrence en fait entre Pn plus 1 dérivé n plus unième et Pn dérivé n. Il n'y a pas de lien. Oui. Quand on passe de P dérivé n à Q dérivé n P, c'est des IPP successives. Ça va être des IPP successives. Merci Gabriel.
Alors là aussi, je suis un peu vache parce que vous ne savez même pas à quoi est égal Pn. Pn, c'est un truc, voilà, là vous dites, attends, il abuse, il nous donne même pas ce que vaut Pn. Pn, c'était ce truc-là. Là. X carré moins 1 puissance n. Et donc effectivement, ici, sur cette question-là donc W, donc cette question-là, là, question 3a, sur la question 3a. Question 3a, ici l'idée, comme d'habitude, hein, devrais-je dire, c'est de dire, tiens, je vais regarder ce qui se passe quand je fais une IPP. Je fais une première IPP. Qu'est-ce qu'on observe? Je vous la fais courte. Hein. On observe que l'intégrale de moins 1 à 1 de Q de T, P, alors par où je commence? Bon, je peux faire ça. Hein. Pn dérivé n de T dt. Là, si je fais une IPP, là déjà, comment je fais, qu'est-ce que je pose? C'est quoi mon U, c'est quoi mon V', Tanina? Bah ouais, parce que là, vu qu'on veut du Q dérivé n, on se dit, bah, je vais d'abord commencer par dériver une fois. Donc je fais mon Q de T. Mon U', ça fait Q' de T. Et mon V', c'est Pn dérivé n. Et donc, Tanina, tu me dis que ça fait quoi, du coup, mon V? Pn dérivé n-1. OK? Bon, après, il faut connaître la rédaction. Hein. U et V sont C1, donc blablabla. J'espère que c'est bon pour ça. Oui? Pour la rédaction des IPP, est-ce qu'on peut faire ça en brouillon et mettre directement les fonctions UV sans mettre... Il a fait des progrès. Hein. Non, tu veux pas le dire? Mais évidemment, ça c'est même comme ça qu'il faut rédiger. Puisque si vous rédigez, comme je viens de le faire de manière dégueulasse, ça vous n'avez pas les points. Hein. Parce que concrètement, il faut mettre pour tout T, ça nous oblige en écrivant ça, à écrire plein de trucs formels. Et c'est une perte de temps le jour J. Donc ça, c'est au brouillon. D'ailleurs, j'ai mis brouillon. Voilà, tu vois, ça c'est au brouillon. Et après, quand tu rédiges, donc rédaction des IPP, rédaction, c'est vraiment de dire T donne ton U, c'est-à-dire Q. Je pouvais même mettre Q ici juste. Et T donne V. Son C1 sur, c'est moins 1, je crois. Donc, par IPP, alors IPP, on n'écrit pas IPP jour J, on écrit intégration par partie, on a. OK? Donc du coup, j'ai ma première IPP, et donc on obtient, après calcul, Q de T Pn dérivé n de T dt. Je vous passe le détail, mais en gros, on a intégrale de moins 1 à 1, intégrale de moins 1 à 1 de Q de T prime, Pn dérivé n-1 de T dt. Et donc, on va redonner une chance à Étienne, qui va du coup maintenant me dire comment va marcher la récurrence ici. Bah oui. Là aussi, ça va être sur un cas. Donc, on va montrer en fait que mon truc par IPP successive. Alors, vas-y, Étienne, si on se le fait en live là, ça va être moins 1 puissance quoi? Hein? 1 puissance k. Intégrale de moins 1 à 1 de quoi? Q dérivé km de t. Q dérivé km, de t. Et P dérivé, Pn dérivé n moins km. OK? Et après, c'est pour un cas. Pour un cas, là aussi, comme l'a anticipé Raphaël, appartenant à 0n. Et donc là, c'était une montée finie, une fois de plus. OK? Les deux questions après sont sympas, mais fastoches. Oui. Ah ben non, il faut faire une récurrence. Là j'ai fait le... Là, c'est la conjecture, si tu veux. Ça, on ne rédige pas comme ça. Hein. Après, tu dis, montrons par récurrence. Donc ça, c'est au brouillon, tu vois, tu fais ton truc au brouillon. Et après, tu dis, montrons par récurrence. Là, vraiment, tout ce qu'on a fait, là, pour l'instant, c'est au brouillon, en fait. Hein. Mais on a montré dans les quelques questions avant, tu vois, que Pn dérivé n admettait exactement n racines. Et on a montré aussi au préalable que Pn dérivé n s'annulait, voilà ici. Tu vois, Pn dérivé n s'annulait à chaque fois en déduire les valeurs en moins 1 et en 1. Tu vois, tu vois ici qu'en fait, ça s'annulait. Donc dans ton IPP, tu montres que le crochet, il est nul, en fait. OK? Donc voilà, ça, c'était HEC
96. Autre sujet, on va aller un peu dans l'ordre presque chronologique. Autre sujet important et archi classique. On va pas le faire parce que je pense que vous en avez bouffé, des trucs comme ça, mais je pense que certains n'en ont peut-être pas assez bouffé. C'est les intégrales de Wallis. Qui a déjà fait les intégrales de Wallis? T'as jamais fait les intégrales de Wallis? Ça me dit rien. T'as raté quelque chose. Hein. T'as raté quelque chose. Hein. Heureusement, là, on rattrape ce manque énorme. Donc, les intégrales de Wallis, voilà, c'est des intégrales qui ressemblent à ça, qui sont tombées dans l'histoire des concours plein de fois. Et notamment, il y a 3-4 ans, c'est tombé deux années de suite à l'EDEC et à l'EM. Mais ça tombe aussi dans des versions plus difficiles, aux parisiennes. Et donc là, vous avez la version qui, je pense, est sans doute la plus difficile. Là, vous reconnaissez normalement une question qui est dans le poly de révision. D'ailleurs, Wallis, c'est dans le poly de révision. Hein. Donc, ça veut dire que tu ne l'as pas fait. Tu es en train de me dire que tu n'as pas fait le poly de révision. Ah non, mais attention, hein, je suis. Hein. T plus petit que pi sur 2 sin t. Ça se démontre comment? Donc là aussi, on a une collection de questions classiques. T plus petit que pi sur 2 sin t. Ethan, tu peux te rattraper. Comment on fait ça? Ouais. Là, le truc le plus classe, c'est par la convexité, ou plutôt ici concavité, me semble-t-il, mais c'est peut-être convexité à vérifier, de sinus. Ça dépend de l'intervalle. Sur 0 pi sur 2. Et qu'est-ce qu'on va montrer en gros? Alors attendez, on va le faire vite fait. Ça fait partie des inégalités qu'on a vues dans le poly de révision. C'était dans les inégalités à connaître. Donc ça, cette inégalité-là, entre 0 et pi sur 2, ça ressemble à quoi, sinus, Ethan? Ça part d'où? Comme ça? Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là par rapport à notre truc? C'est les cordes. Oui. Donc là, on voit en fait, en faisant la courbe, on voit que ça va être plutôt concave, sinus, quand je fais la dérivée seconde. Et du coup, on va regarder quelle est la corde là. C'est quoi l'équation de la corde? Et donc, on revient en fait au lycée où on faisait des équations de droite. Et donc, en fait, cette corde là, elle va avoir comme équation, à ton avis, ça va être quoi? Au vu de la réponse là. Timothée? 2 sur pi x. Et il fait le poly, Timothée, hein, c'est une machine. 2 sur pi x. OK? Et du coup, voilà, ça c'est la rédaction classe où on dit la fonction sinus, puisque sinus seconde est négative, la fonction sinus est concave, donc elle est au-dessus de ces cordes, et notamment la corde qui va de 0, 0 à pi sur 2, 1, d'équation. Et là, tu claques le truc. Hein. Tu vois, on n'est plus en seconde, donc tu peux te permettre de dire d'équation y égale 2 sur pi x. Après, tu peux le vérifier en faisant... si vous ne savez plus comment on fait ce truc, bah, vous faites y égale à ax plus b, et vous faites un système avec 2 points, quoi. Vous vous souvenez ça quand même, j'espère. 0, 0 et le point A de coordonnées pi sur 2, 1. Ça, question assez bateau que vous aurez sur les intégrales de Wallis notamment. Bon, et après les intégrales de Wallis, voilà, là vous avez une version. Alors c'est quoi le... Donc si je prends le cas général des intégrales de Wallis, donc là ils mettent J, donc IP... Bon, après, il y a pas mal d'IPP, mais si on prend le cas général, si je l'appelle, comment on peut l'appeler? Allez, Wallis, WN. On va se refaire le cas général. Cos NT dt. Et ça, typiquement, si tu ne l'as pas vu, Ethan, en fait, le jour J, si tu n'as pas l'astuce, c'est une galère, quoi. Donc, il faut vraiment l'avoir vu. Quelle est la méthode ici? Souvent, la question qui est posée, c'est exprimer WN plus 2 en fonction de WN. Qui se souvient comment on fait? Alors, qui n'a pas beaucoup parlé? Il y a Timothée qui est... Manon, allez, allez. Faut pas faire
faut faire une IPP et il faut séparer cos en deux. Oui, là, ici, la technique, c'est de dire, OK, mon intégrale de cos n plus 2 t dt, je vais l'écrire comment en fait? Cos de t fois cos n plus 1. Oui, cos de t fois cos. Tu vois, c'est là, Ethan, où ce truc-là, alors tu peux le faire parce que tu es agile en analyse, mais si tu ne l'as pas déjà vu, et ça, on va vous guider à l'EDEC et à l'EM. Je crois que c'était guidé, à vérifier. Mais en fait, non, c'était pas guidé? Non, bah, pas toujours. Mais pas toujours. Donc ça, il faut connaître cette technique. Et après, du coup, Manon, tu poses quoi en U et quoi en V'? Hein? On veut l'exprimer en fonction. Bah, ça, on ne peut pas trop deviner. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix ici. Bah là, ici, quel est le plus simple là? Cos dérivé n plus unième de t, qu'est-ce que tu as envie de faire? De le dériver ou de le primitiver? Bah, de le dériver. Donc du coup, tu vois, tu te dis, OK, cos n plus 1 t dt, dt, non pas dt, s'il vous plaît. Hop. Et là, tu te fais ton U'. U', Manon, là, de tête, ça fait quoi? N plus 1 cos nt sin, si je peux le faire comme ça. Enfin, je mets d'abord mon cos n plus 1t. Ouais. Cos nt. Ouais. Et après, on met moins sin. Moins sin, merci. Moins sinus t. Bon, et ton V', c'est ton cos. Et donc ton V, sin t. C'est bon? Et donc après, quand on fait notre calcul, on a W n plus 2. Quand je fais mon IPP, là, ça nous fait quoi? Il faut dire, là je rédige pas, hein. UVC1. Donc ça fait cos n plus 1t fois sin t entre 0 et pi sur 2, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'annuler, donc voilà, ça va être nul ce truc. Et après, ça nous fait moins, mais il y a un moins ici, donc on peut mettre plus. Il y a un n plus 1 ici. Non, cos nt fois sinus carré t. Et justement, et c'est ça qui va nous sauver. Cos nt. Et là, Ethan, qui l'a jamais fait, il va nous dire, ah bah oui, fastoche, qu'est-ce que je fais là maintenant? L'objectif, c'est d'obtenir une relation avec Wn. Exactement. Donc là, ça nous fait n plus 1 intégrale de 0 à pi sur 2 fois 1 moins cos carré t cos nt dt. OK? Bon, et donc, là, après, je fais une linéarité de l'intégrale et j'obtiens en fait n plus 1 Wn moins n plus 1 W, et là cos carré cos n, ça nous fait Wn plus 2. Donc on obtient en fait une relation Wn plus 2 égale à n plus 1 Wn moins n plus 1 Wn plus 2. Je passe le truc là-bas, le Wn plus 2, je le passe de l'autre côté. Et on obtient, alors step by step. Alors, donc là, je passe le truc de l'autre côté, ça me fait n plus 2 Wn plus 2 égale à n plus 1 Wn. N plus 2 est non nul, donc on obtient Wn plus 2 égale à n plus 1 sur n plus 2 Wn. Là, vous avez la version la plus classique de Wallis. Attention, pendant les révisions, mais ça je le redirai lors de la dernière séance, pendant les révisions, il faudra commencer, et ça c'est pas intuitif, il faudra commencer par les sujets difficiles et terminer par les sujets, ouais, tiens, comment ça? Commencer par les sujets les plus difficiles pour que la dernière semaine, vous reposiez le cerveau sur des sujets faciles. Si vous faites les sujets les plus difficiles à la toute fin, vous allez avoir le cerveau en fumée au moment d'aborder les épreuves les plus importantes. Donc vraiment, dernière semaine, c'est une semaine de repos. Donc du coup, à voir comment vous voulez articuler. Parce que si je te dis, oh, t'as qu'à te faire, je sais pas moi, le sujet de synthèse là, sur la dernière semaine, c'est un sujet qui est plutôt simple, mais pour certains, il est dur. Donc là, vraiment adapté en fonction de votre niveau. Je dis juste, généralement, on commence par les bases et on monte vers plus de difficultés, sauf à l'approche du concours où la dernière semaine, on ne court pas un marathon avant de faire un marathon en fait.
On se repose la dernière semaine, on se repose sur le poly. Juste avant le concours blanc national, on avait fait le poly que je vous avais donné. Ça, c'est un bon poly, justement en dernière semaine, où c'est juste des bases, quoi, en mode pilote automatique. Là, vous êtes encore sur la conjecture. C'est 0 à pi sur 2. Ouais, le cos nt, cos nt dt. Donc là, on a Gabriel qui l'a fait assez bizarrement, en fait, ta conjecture. Tu as fait 1 fois 3 fois 5 fois 2p moins 1 et après tu mets W0. Moi, j'aurais plutôt fait, tu vois, si tu pars de ton W2p, bah, partir de 2p moins 1 fois 2p moins 3, tu vois, le descendre comme ça. Et là, en bas, tu mets 2p, 2p moins 2, jusqu'à x2, tu vois. Et puis après, fois W0. C'est bizarre quand tu montes et après, tout d'un coup, tu redescends. Dans la conjecture, c'est un peu étrange. Mais bon, ça, on s'en fout parce que c'est au brouillon. Ce qui compte, c'est que tu arrives à trouver un truc que tu vas réussir à démontrer derrière par récurrence. Raphaël, non, c'est bon. Et donc là, voilà, donc ta conjecture te permet quand même d'arriver à ce truc-là. Donc là, juste pour ceux qui se souvenaient pas de comment on fait pour calculer, donc je le refais quand même rapidement. Et après, on aura la méthode d'expert d'Étienne. 1 fois 3 fois 5 fois 2p plus 1. Ce truc-là, comment ça se calcule? C'est quoi la technique? Et ouais, là, ce qui me manque, en fait, c'est il y a des termes manquants, il manque les termes pairs. Donc du coup, je multiplie en haut et en bas par ce qui manque. Donc on va, hop, 2p plus 1. Et en bas, on multiplie par 2 fois 4 fois 2p. Bon, et en bas aussi, là, quelle est la technique? C'est pas très dur. Et ouais, on met en fait, là, c'est en fait égal à 2 fois 1. Ce truc-là, c'est égal à 2 fois 2. Et ce truc-là, c'est égal à 2 fois p. Donc, le tout est en fait égal à 2 puissance p fois factoriel p. OK? Et donc, le total de ce machin-là, finalement, ça nous fait factoriel de p plus 1 sur 2 puissance p factoriel p. Ça, vraiment, à savoir faire, c'est quand même savoir-faire de première année. Hein. Et donc après, on le démontre par récurrence. Initialisation, p égale 0. Donc c'est vrai, soit p appartenant à n, supposons que tac, tac, tac. Et après, je dis, on a w de p plus 2 égale. Bon, là, tu es allé un peu vite. Tu vois, là, au concours, ça peut faire arnaque. Hein. Enfin, pas trop, puisque si tu l'as vraiment trouvé avec ta conjecture, non. Mais si jamais, et c'est souvent le cas, on te dit montrer que, là, faut que tu détailles. Hein. D'ailleurs, je vois Ethan, lui, il se cassait la tête à essayer de le trouver. Ça va, tu l'as trouvé? Je me suis trompé en plus. Dans la conjecture, tu t'es trompé? Ouais. Ouais. La récurrence, c'était une bonne façon de voir si la conjecture est bonne. Hein. J'aimerais, moi, pour terminer, qu'on se fasse quand même un petit peu ESSEC 2003 que vous avez là. Ce sujet où il y a aussi, bah voilà, comme je vous l'ai dit, hein, un mélange d'analyse et d'algèbre. On se fait les quelques premières questions. On va essayer de se faire, alors, les questions que j'aime bien. Les questions que j'aime bien, on va se faire la question sur la convexité, donc la D, et la question sur la limite. Voilà. Si déjà, moi, on fait D et E, donc on déborde un peu. Là aussi, c'est du niveau EM Lyon et DEC, hein. Donc c'est pas, mais même si c'est en début de sujet. À l'EM Lyon et DEC, vous pourriez avoir ça. Donc ça, c'est pour tout le monde. Je vais faire une photo. Oh là là, ça c'est mauvais signe ça. Je vais faire une photo, mais parce que ce sont des erreurs utiles. Ah, mais c'est pas. Tanina qui adore le théorème fondamental, voit du théorème fondamental partout. Pourquoi le théorème fondamental ici ne marchait pas? On n'a pas l'information sur... On n'a pas d'information sur la fonction en fait. On ne sait pas si elle est 2 fois dérivable. Attention aux conditions des théorèmes. Eh oui. On ne sait pas ici si la fonction est 2 fois dérivable. Donc tu ne pouvais pas dire ici que par le théorème fondamental, on a ça. Attention. Attention, attention. Bon, ça c'est le premier problème.
attention, écrire en blanc, attention, possible uniquement si phi de f est 2 fois dérivable. Donc ça, attention. Donc là, tu es tombé dans le piège. Et là, on ne sait pas. Ça, c'est le premier problème. N'y a-t-il pas un deuxième problème qui potentiellement peut choquer? Là, moi, je suis, à titre personnel, un peu surpris. Là, attention à la confusion des objets. Confusion des objets, attention. Là, en fait, ici, phi, c'est quoi phi? C'est une intégrale? Non, Enfin, c'est une fonction? c'est un endomorphisme. Phi, c'est un endomorphisme. Et oui, et par contre, phi, et donc un endomorphisme, tu ne dériveras pas un endomorphisme. Ce que tu dérives, c'est une fonction réelle, d'une variable réelle. Donc, ici, par contre, phi de f, eux, ils l'ont écrit phi f. Moi, dans le corrigé, vous verrez, je l'ai écrit plutôt phi de f. Phi de f, en revanche, ça, c'est bien une fonction. OK? Donc, si tu choisis de dériver phi, enfin de dériver phi de f, et bien en fait, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Phi de f, le tout prime. Tu vois? Et ça, surtout pas phi, ouais, c'est ça, phi prime de f, ça non. En fait, tu as le droit de le dériver par le théorème fondamental de l'analyse. Comme f est continu, Mais on n'a pas le droit de le faire. mais tu n'as pas le droit de le faire une deuxième fois, exactement. Donc là, c'est pour ça que l'erreur est utile. Et c'est très bien d'avoir posté ça, en fait. Parce que là, on voit qu'il y avait une erreur d'objet mathématique. Et ça, les professeurs, parfois, sont... Mais personne n'a vu ton erreur, tu vois, Taïna. Donc c'était bien que je le pointe. Et puis, surtout, là, il y avait un gros piège qui était de dériver deux fois. Ça ne marchait pas de dériver deux fois, là. On ne pouvait pas le faire. C'était pas rigoureux. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à juste écouter. Je fais un mini bilan des savoir-faire, parce qu'on a vu pas mal de trucs. Bilan des savoir-faire. On a commencé avec tout ce qui était donc, généralisation du théorème de Rolle. Donc là, c'est vraiment à faire absolument. Et ici, ça se fait par une récurrence finie. Donc on appelle ça une montée finie. Et où il y a une astuce, c'est qu'il faut à un moment poser les racines, vous verrez, les mettre dans l'ordre croissant en fait. R1 plus petit qu'R2, plus petit qu'Rn, etc. Donc ça, c'était le premier point qu'on n'a pas fait explicitement, mais qu'il faut que vous repreniez posément chez vous. On a vu ces intégrales, les intégrales WPQ là, qui tombent tout le temps. On a vu que c'était IPP plus conjecture plus récurrence. OK ? Plus récurrence, attention, c'était sur P ou Q. Et quand c'est sur P, exactement. Quand c'est sur P, dans l'hérédité, c'est pour tout Q. Et quand c'est sur Q, dans l'hérédité, c'est pour tout P. Ou sinon, on prend un K, là, donc sur P, sur Q ou sur K. C'était un peu plus technique. OK ? Il y avait une autre façon de faire. D'ailleurs, il y a une méthode 2, en fait. Enfin, là, il y a déjà 3 méthodes. Mais il y a aussi une méthode à envisager. C'est de faire des changements de variables pour rejoindre des intégrales usuelles qu'on connaît. Et là, je vous invite à reprendre le sujet qu'on avait fait en partie, HEC 2014, où il y avait une intégrale où par un changement de variable, on rejoignait la fonction gamma. Vous regarderez, c'est dans la partie 1, en haut de la page 2, quoi. OK ? Donc ça, c'était les intégrales WPQ, qui tombent très souvent. On a vu aussi ces histoires d'IPP successives. Ici, là. Là aussi, la technique consistait à faire donc d'abord un brouillon. Donc on fait IPP successive, on fait donc un brouillon avec conjecture plus récurrence. Mais attention, ce n'était pas sur n ici, c'était sur un K. Et donc c'était une récurrence finie. OK ?
Après, bon, Lagrange, ça c'est bon. On a fait aussi un petit tour, et c'était heureux parce que c'est quand même important, par les intégrales de Wallis. Donc intégrale de Wallis, intégrale de Wallis, où là, on a vu des techniques sympas, notamment les IPP, donc l'astuce sur les intégrales de Wallis, où l'IPP doit se faire avec une intégrale de 0 à pi sur 2, qu'on écrit comme ça, cos de t fois cos n plus 1 de t dt. OK. Et donc on fait une IPP dessus. Et ensuite, bah pareil, on obtient, alors de mémoire, c'était quoi déjà? N plus 1 sur n plus 2, Wn. Et on peut trouver W de P avec une conjecture, plus récurrence. Ça, c'est la méthode 1. Et puis on avait la méthode Étienne, qui consistait à faire un télescopage multiplicatif. Multiplicatif, où là, attention, dans le télescopage multiplicatif, attention, il faut montrer au préalable exactement, exactement, que WP ou WK, ouais, strictement positif. Et ça se montrait par stricte positivité de l'intégration. ESSEC 2013, on a vu les trucs de cette forme-là. F de B moins F de A plus petit que bidule. Réflexe, inégalité des accroissements finis. Merci Tanina. Ça, donc ça, c'est le premier truc. Après, on avait vu aussi du F de B moins F de A moins un autre machin. Et ça, Manon nous dit en chœur, avec tout le monde, inégalité de Taylor-Lagrange. OK. On a vu après que quand on doit intégrer ces trucs-là, attention, quand on intègre le truc, si on fait une intégration, il faut utiliser la croissance de l'intégration avec A plus petit que B, borne dans le bon sens, fonction continue, etc. Et il faut montrer effectivement, pour pouvoir le faire, il faut montrer que notre A et notre B, là, on peut les remplacer par d'autres valeurs. Okay. Après, on intègre, et après, le passage de l'intégrale de valeur absolue à valeur absolue de l'intégrale, c'est effectivement l'inégalité triangulaire. Okay. Attention, souvent, et dans l'ESSEC 2013 c'était le cas, attention, il faut toujours préciser que les intégrales en présence, exactement. Et ça, 3/4 des étudiants ne le mentionnent pas. Donc ESSEC 2015, où là, quand on a de l'intégrale de 0 à t, de t moins u fois f de u du, par exemple, et oui, là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser la linéarité de l'intégrale, donc de f de u, moins intégrale de 0 à t de u, f de u du. Et ensuite, on fait du théorème fondamental de l'analyse. Théorème fondamental de l'analyse. On a vu où on a vu notamment, attention, on ne peut utiliser, donc si f est 2 fois dérivable sur un intervalle i, alors là oui, f convexe sur i, si et seulement si, f seconde est positive. Mais il faut absolument que ce soit 2 fois dérivable. Si ce n'est pas 2 fois dérivable, en fait, c'est faux. Et c'est une grosse erreur. Donc ça, attention, début de sujet, on ne fait pas cette erreur. Et donc, du coup, il faut utiliser la définition de la convexité. Je ne vous la rappelle pas, on l'a fait juste avant. Je vous dis juste que l'astuce ici, classique, astuce classique sur la convexité, astuce convexité, c'est ce U qui est égal à lambda U plus 1 moins lambda U, en fait. Voilà. Là, ce n'était pas U, c'était U moins 1, mais ça revient au même, quoi. Cette idée, en fait, que 1, c'est égal à 1 moins lambda plus lambda, en gros. OK. Et dès que vous aurez de la convexité, ça, pensez-y, ça tombe souvent. Et on a revu les définitions de la limite, donc là, je ne vais pas les remettre toutes, une fois de plus. Posez-vous les questions pour les comprendre, parce que sinon, c'est un enfer de toutes les apprendre par cœur. Merci à vous.
Vous allez bien dormir, je sens. Ethan, là, qui est sur la fin, était fatigué. Reposez-vous bien et on se voit la semaine prochaine.